Alors, il faut aussi parler de Démocrite, puisque dans les manuels de physique, j'ai vu ça dans les manuels de physique d'un de mes fils quand il était en terminale, on présente Démocrite comme le père de l'atomisme. Et on cite cette phrase, Démocrite aurait dit « Seul n'existe que les atomes et le vide ». C'est une phrase qu'on cite beaucoup au CEA. Hein. D'ailleurs, s'il y avait des portraits de Démocrite, on les mettrait dans nos plaquettes, j'imagine. Hein. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, une sorte de rétroprojection de ce que nous savons du vide dans le discours des anciens. Parce que si vous lisez les fragments de Démocrite, il y en a très peu. Hein. Démocrite, paraît-il, a écrit plus de livres qu'Aristote. 80. Mais il nous reste que quelques fragments, 135 je crois. Et on essaie de comprendre ce qu'il y a entre les lignes, c'est le cas de le dire. Et en fait, Démocrite ne parle jamais de vide, et il parle à peine d'atomes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, première chose, je suis d'accord avec Parménide pour dire que l'être est plein. Ce qui définit l'être n'a pas de trou. Par contre, contrairement à Parménide, je postule qu'à côté de l'être, il y a du non-être. Voilà. En gros, il y a du plein et il y a du vide, si on devait le dire en termes modernes. Et donc, il va élaborer cette thèse qui fait de lui non pas un atomiste, le mot atomiste n'apparaîtra qu'au XVIIe siècle, c'est plutôt un vidiste. Démocrite, c'est quelqu'un qui, pour la première fois, pense le non-être, qu'on va traduire par la suite comme étant le vide. Mais vous voyez qu'il y a quand même une différence. C'est que le non-être ou le néant, on l'appelle comme on veut, est a priori l'équivalent de rien, alors que le vide, consciemment ou pas, on lui attribue une certaine spatialité, une certaine extension, une certaine dimensionnalité. Donc on peut déjà dire qu'il y a une sorte de différence qui apparaît entre le néant et le vide, c'est que le vide a une extension spatiale que le néant n'a pas. Ensuite, il y a toutes sortes de problèmes philosophiques autour de cela, qui ont été en partie identifiés par Parménide, justement, qui identifie le non-être à l'impensable. Ça a été repris par Bergson sur l'idée que le néant est une idée destructrice d'elle-même. Faites l'expérience, hein. Essayez de penser au néant, fermez les yeux, essayez d'imaginer ce qu'est le néant, et sans le vouloir, vous allez l'identifier à quelque chose, vous allez lui accorder une certaine extension peut-être, une certaine matérialité, une certaine figure, bref, vous allez le représenter d'une certaine façon qui viendra démentir l'idée que c'est le néant. Autrement dit, dès que vous pensez le rien, vous ne pensez plus à rien. Vous pensez à quelque chose qui vient démentir le rien que vous pensez. Et donc, Bergson, il a cette phrase assez marrante, c'est que le rien ou le néant n'est un objet de pensée que si l'on n'y pense pas. Et dès qu'on y pense, on le détruit en tant que néant en le faisant être. Bon, évidemment, vous imaginez que là, il y a énormément de choses à dire qui relèvent de la physique, de la métaphysique, de la philosophie, etc. Mais comme vous êtes, je crois, plutôt physicien, on va aller assez vite arriver aux questions de physique, en remarquant que l'atomisme, qu'il soit celui de Démocrite, ou celui de Lucrèce, ou d'Épicure, qui sont des latins, postule l'existence du vide. Ça, c'est un terme qui existe chez Épicure, par exemple, et aussi chez Lucrèce. Pas chez Démocrite, je l'ai dit, mais c'est Aristote qui va un peu bricoler le vocabulaire. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais Aristote va contester l'atome, non pas parce qu'il est contre l'atome, mais parce qu'il est contre le vide que suppose l'atome. Parce que pour Aristote, s'il y a du vide, alors les mouvements sont impossibles. Enfin, il y a toute une théorie du mouvement qui devient impossible à penser si le vide existe. Et donc c'est par refus du vide qu'Aristote va refuser l'atome. Et pendant des siècles, l'atome va être discuté, mais plutôt à la marge, parce que Aristote a dit que la nature a horreur du vide. Ça sera repris par Roger Bacon au Moyen-Âge. Et ça va devenir une espèce de vérité indiscutable, selon laquelle la nature aura des passions, des sentiments, des affects, qui se manifesteraient notamment par le fait que la nature a horreur du vide.